Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Unread. Donc aujourd'hui, le sujet va être de parler de disk share et user share. Donc qu'est-ce que c'est, quelles sont leurs différences, comment on y accède, quels sont les différents niveaux d'accès et donc de sécurité, comment mapper un user share dans l'explorateur Windows et les problèmes potentiels que l'on peut avoir avec les droits d'accès, et puis quelques trucs et astuces. Voilà, je précise que c'est la vidéo pour l'instant qui m'a donné le plus de fil à retordre, car c'est un sujet assez simple, mais pour l'expliquer dans les détails, ce n'est pas évident. Je tiens aussi à préciser, comme toujours, et le lien est marqué actuellement en haut, que tout ce que j'ai appris durant mes manips l'ont été grâce aux vidéos de Space Invader, que l'on retrouve donc sur le lien indiqué en haut. Et en l'occurrence, pour ce tuto, c'est la vidéo User Share Index, part 1, qui va s'attacher plus particulièrement à la partie Windows. Il y a une part 2 pour Apple. Alors, les disques et les user share sont accessibles via cet onglet-là, lorsque la grappe est démarrée. Là, ma grappe n'est pas démarrée, donc je n'ai pas accès pour l'instant à cet onglet-là. On a avant des réglages préliminaires à faire dans l'onglet Settings. Alors dans l'onglet Settings, bien entendu, je ne reviens pas sur SMB, il faut que ça soit validé, mais aussi sur la partie Global Share Setting, où là, il va falloir avoir Enable User et Disk Share. Bon, c'est le réglage par défaut maintenant avec la version Unread que j'ai. Il semble que sur d'autres versions plus anciennes, on n'avait pas cette validation par défaut, donc il faudra bien vérifier que c'est validé. Ici, on a des réglages aussi par défaut que l'on peut modifier, mais on pourra, pour chaque user share créé, repersonnaliser en fait si on veut exclure ou inclure des disques spécifiques à ce dossier de partage. Donc pour avoir accès au share, il va falloir lancer la grappe. Et maintenant que la grappe est démarrée, on a accès à l'onglet Share. Donc on se retrouve avec deux catégories de share différentes, ce que l'on appelle les user share et les disk share. Donc ça c'est le réglage de base, hein, sans qu'on ait eu à ajouter quoi que ce soit. Moi j'ai dans ma grappe qu'un seul disque, c'est pour ça qu'on voit que le disque 1, mais on verrait tous les disques dans disk share si on avait plusieurs disques. De base, donc 4 user shares sont créés hein, par le système, et chacun on peut voir sa localisation. Donc on a l'appdata, le domains et le système qui sont mis dans le cache, et les fichiers ISO qui sont mis donc dans l'array. Et on peut aussi le vérifier ici en faisant compute. On voit bien qu'il y a ISOs dans le disque 1 et que dans le cache on retrouve les 3 user share ici. Alors ce que l'on peut voir aussi ici, c'est qu'ils sont mis par défaut en public, c'est-à-dire que n'importe qui y a accès. C'est pas forcément bon que n'importe qui ait accès au cache, à la flash ou au contenu direct du disque. Alors on peut vérifier le contenu donc de chaque disque et user share en appuyant ici sur View. Voilà, et on retrouve. Mais il y a un autre moyen, en fait, c'est par un PC distant, donc via l'explorateur Windows. Donc via l'explorateur Windows, on va avoir accès au disque share par réseau. Et en fait, donc on va retrouver notre serveur Unread et on va retrouver en fait le cache, le disque 1 et la mémoire flash qui sont donc déclarés par défaut en public. Donc on va pouvoir par exemple explorer ce qui se trouve dans la flash. On va même pouvoir créer des dossiers. Donc là, ah oui, non, pour la flash, elle est en secure. Mais par exemple, pour le cache, on peut créer donc un dossier. Voilà, bon, je vais l'effacer. Pourquoi? Parce qu'il est en public. Donc en retournant dans Unread, donc on voit que disque 1 cache est en public, donc on permet l'écriture et la lecture donc à n'importe qui. Et si je vais donc sur ma flash qui se trouve là, on voit aussi que la flash elle est non seulement exportée mais mise
en Secure. C'est pour ça que je pouvais l'avoir, mais je ne pouvais pas écrire dedans. Alors personnellement, moi j'aime pas trop l'idée que d'une part la flash et d'autre part en fait le cache puisse être disponible comme ça sans gérer les droits d'accès. Donc moi je préfère effectivement ne pas exporter en fait ces dossiers-là. Donc si je fais ça donc je suis dans la partie flash, pour la flash, elle ne sera plus accessible par l'explorateur Windows et je peux le faire aussi pour le cache. Donc, export yes et je le passe à no. Ainsi, si je reviens dans l'explorateur, alors là on le voit encore et là on le voit plus. Donc on n'a plus accès que à notre disque, c'est ce que je voulais. Donc si je reviens sur Share, vous voyez que par l'explorateur Windows et par réseau, nous avons accès à ce que l'on appelle le disque share, mais nous n'avons pas accès directement au user share. Pour avoir accès au user share, il va falloir réaliser un mapping au niveau des disques pour rajouter des lecteurs réseau. Donc on verra dans la suite comment est-ce qu'on réalise cela. Alors parfois, on n'a pas du tout accès au contenu du serveur. Et on n'a pas accès au contenu du serveur parce que dans la configuration de Windows, au niveau du protocole SMB, quelque chose n'est pas validé. Alors si cela arrive, il faut aller dans le panneau de conf et les programmes et voir si le service SMB 1.0 est bien validé. Donc pour cela, on tape panneau de conf. On va dans Programme et activer ou désactiver des fonctions Windows. Et donc, ici, on va chercher SMB. Voilà. Et celui-ci, support de partage de fichiers SMB 1.0 SIF. Donc, il faut que ça soit validé. Donc, le client et le serveur. Donc, si ce n'est pas validé, il faudra de votre côté le valider. Alors, quelle est la différence entre un disk share et un user share? Pour cela, on va revenir donc, sur cette page-là. En fait, un user share, c'est ni plus ni moins que en fait, un dossier qui se trouve sur les disques. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut créer un user share en accédant directement au disque. C'est-à-dire que si on crée un dossier directement à la racine du disque, du type nouveau dossier, voilà, et que je retourne dans l'interface Unread, voilà, on va voir qu'un user share a été créé, donc avec un niveau d'accès identique à celui du disque, c'est-à-dire en public. Alors si c'est une méthode qui marche, de mon point de vue, c'est pas vraiment la méthode à utiliser, il vaut mieux les créer via l'interface Unread, car de toute façon on va devoir y retourner pour changer les propriétés d'accès. Donc de la même façon, hein, dans Unread, par exemple le nouveau dossier que je viens de créer, s'il est vide, je peux l'effacer. Voilà. Et si je retourne dans mon explorateur et que je fais voilà, il a disparu. Alors ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, lorsque l'on a validé SMB 1.0, c'est qu'il faut reboot le PC pour que ça soit pris en compte. C'est important de le signaler. Alors un user share, on a vu que c'était ni plus ni moins qu'un dossier que l'on mettait à la racine d'un disque, mais c'est plus que ça en fait. L'avantage des user share, dans le cas d'une config avec plusieurs disques, c'est qu'il va se positionner, en fait le contenu de chaque user share va se positionner sur les différents disques de façon intelligente pour répartir l'ensemble des données sur l'ensemble de la grappe. Et c'est ça la différence avec un dossier que l'on place sur un disque. Le user share, lui, va aller s'écrire sur les différents disques de la grappe. Et dernier point, les user share qui sont créés par défaut
au niveau du système ne sont pas exportés. Donc on le vérifie. En allant ici, on voit bien que sur SMB, on a export égale no. Et on le voit en fait directement là, puisque ici, il n'y a rien. Alors, créons notre premier user share par l'interface Unread. Donc c'est par là, add share. Et on arrive là-dessus. Donc on va mettre ma médiathèque. Voilà. Mes films, par exemple. Ça, c'est... Voilà. Alors, on voit dans cette interface que on peut inclure des disques. Donc, bon, là, en l'occurrence, je n'ai que mon disque 1, mais on pourrait dire je veux mettre ma médiathèque que sur le disque 1, 2, 3, 4 par exemple, et exclure certains disques. Voilà. On peut aussi préférer d'utiliser le cache. Donc là, c'est pas le cas. Je vais utiliser mon arrêt, donc ce serait no. Mais on pourrait très bien vouloir le mettre sur le cache. Alors la signification des différents types ici, en fait, est expliquée là. Donc si on choisit yes, on va de préférence inscrire donc les données sur le cache jusqu'à ce que le cache donc soit rempli, et ensuite on utilisera l'arrêt. Et on a ce que l'on peut appeler le mover. Donc si le mover est invoqué, dans ce cas-là, le contenu de tous les données du cache seront transférées à l'arrêt. Là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire le prefer, on va mettre ça sur le cache. Si on a pu suffisamment de place dans le cache, on va le mettre dans l'arrêt, et en invoquant le mover, on va retransférer ce qu'il y a eu sur l'arrêt vers le cache, sous réserve que le cache ait ensuite une place suffisante. Et only, comme son nom l'indique, on va mettre donc toutes les données de ce user share là sur le cache. Donc moi, pour ma médiathèque, je le laisse sur no, c'est-à-dire que je ne veux l'avoir que sur mes disques et pas sur le cache. Voilà, et on fait add share. Voilà, bon, à partir du moment où alors, on peut retourner sur share et on voit que ma médiathèque a été créée avec le niveau donc, de sécurité publique. À partir du moment où on a créé un user share, on peut donc le delete que si il est vide. Donc pour delete un user share, il faudra vider l'ensemble de son contenu. Sur la partie exportation, donc SMB, par défaut on est sur yes, ça veut dire que ça va être vu par le réseau. Et par défaut aussi, on est en public. Et ce niveau de sécurité-là va pouvoir être changé. Je vais expliquer quels sont les différents niveaux de sécurité et quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer justement à vouloir se mettre en secure et private, avec la difficulté de droit d'accès, qu'on ne comprend pas forcément tout le temps. Donc là, je décide de l'exporter et je le laisse en public. Voilà. Alors, pour le voir sur un PC distant, il va falloir mapper ce user share là. Donc pour mapper un user share, il faut donc appuyer clic droit donc, sur ce PC et connecter un lecteur réseau. Voilà. On a plusieurs méthodes pour le mapper, soit écrire directement ici, soit parcourir. Mais je n'aime pas trop cette méthode parce qu'en le parcourant, en fait, en faisant comme ça, donc, on va être référencé par rapport au nom du serveur. Et si on change son nom pour une raison X ou Y, on risque de ne plus avoir accès à ce mappage-là et il faudra le refaire. Donc moi, je préfère plutôt utiliser l'adresse IP du serveur. Alors, cette adresse IP, elle se trouve donc indiquée ici. Voilà. Je la copie. Alors, par rapport à cette adresse IP, j'en ai déjà parlé. J'étais parti sur une adresse IP dynamique, c'est-à-dire allouée par le DHCP. Donc ici, on est en automatique, donc on retrouve l'adresse IP ici. Si on veut garder les liens, alors il faut que l'arrêt soit en stop pour pouvoir changer ça. Mais on peut très bien se définir une adresse IP fixe, et dans ce cas-là, tous les chemins
que l'on programme seront tout le temps valides. Donc, je vais le laisser en IP dynamique, sachant que du côté de mon routeur, j'ai imposé donc cette adresse IP là. Donc la syntaxe à utiliser quand on va faire on passe par l'adresse IP, c'est de taper son adresse IP. Donc c'était 192.168.2.28 pour moi. Donc anti-slash. Et le nom de user share. Donc c'était ma médiathèque. Alors, je crois que le minuscule, majuscule, c'est pas très important, mais bon. Ma médiathèque. Voilà, et on fait terminer. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Oui, tout à fait. C'est point 1. Donc là, il ne va pas le trouver, et pour cause. Donc je fais annule. Je tape 1. Et je fais terminer. Voilà. Donc, là, je suis dans mon user share, et si je reviens au niveau du PC, on voit que le disque réseau a été créé. Parce que je suis en public, je peux donc écrire des choses dedans. Voilà. Les enlever. Et voilà. Et là, on retrouve. Donc, on peut aussi parcourir par ici. Et on peut changer donc les niveaux de sécurité SMB directement ici. Si on veut changer le nom, dans l'explorateur c'est facile, hein, on fait un renom, et puis on renomme ici correctement ma médiathèque sans préciser. Donc là j'ai choisi le lecteur Z, on peut en choisir un autre. Alors c'est maintenant que ça va se corser, parce qu'on va parler des droits d'accès, et donc on va changer donc, les niveaux de sécurité. Alors une chose à savoir, par le mode terminal, on peut savoir qui accède à ce dossier. Donc ce dossier réseau, et la commande c'est smb status. Donc en tapant smb status, on voit que aujourd'hui ma médiathèque, il est vu par nobody. Donc pourquoi nobody? C'est parce que en fait le dossier a été créé en mode public. Donc quand on se connecte même par mon PC, l'utilisateur identifié est nobody. Et cela va avoir une importance capitale lorsque l'on va changer donc, le type de sécurité du user share. Donc en type de sécurité, donc vous avez compris, là, le public, c'est en droit, en lecture et en écriture. Si on passe sur un dossier de type secure, on va avoir donc un accès, donc les guesses vont être en read-only, et il va falloir identifier en fait tous ceux qui peuvent accéder à ce dossier en mode écriture. Et pour cela, il va falloir créer des users au niveau de l'onglet user. Même chose pour la partie, alors je reviens dans mon... Voilà. Même chose pour la partie private. Ça va être pareil, il va falloir gérer par user le niveau d'accessibilité. Moi, j'aurais tendance à dire que soit on le met en public, soit on le met en private, parce que le secure, c'est un niveau entre deux. C'est-à-dire que le user share, il va être tout le temps accessible en read-only. Or, dans certains cas, on va vouloir le masquer. La notion de private permet les trois niveaux, c'est-à-dire soit on ne le voit pas, soit on ne le voit que en écriture, soit on le voit en lecture-écriture. Et ça va dépendre donc des users et des droits d'attribution qu'on va programmer. Donc laissons ma médiathèque en public. Et nous allons créer en fait un autre user share, par exemple mes vidéos. Non, on va faire mes images, par exemple. Je veux sauvegarder mes photos, mais je ne veux pas que ces photos-là soient accessibles par tout le monde. Donc, add share. Donc, mes photos privées. Voilà. Pareil, hein, on va vouloir que ça se mette dans l'arrêt, on ne va pas inclure ni exclure de disques particuliers.
Donc, une fois que c'est fait, on va aller changer le niveau d'accès. Donc on peut très bien aussi dire mes photos, je ne veux pas les exporter. Et dans ce cas-là, ils ne seront pas visibles. Mais bon, c'est pas le but. On va vouloir les mettre en private. Donc je passe sur l'aspect secure, comme je l'ai dit. Sur la private, ça nous permet toutes les possibilités. Et on fait apply. Voilà. Donc là, on voit que les guests n'auront pas accès à ce dossier-là. Par contre, on va pouvoir, en fonction donc, des users, sélectionner le niveau d'accessibilité, soit en on-access, soit en access read-only, soit en access read-write. Et pour cela, il va falloir créer des users. Donc à ce niveau, je n'ai pas de déclaré de user, j'ai bien mes photos qui sont en private, qui n'utilisent pas le cache. Et si je veux rajouter en fait un lecteur réseau qui va pointer directement sur ce user share, raté, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, on va enlever ça. Donc OK pour la lettre, Y, donc je vais reprendre la syntaxe, elle n'est pas sauvegardée, donc il faut que je la retape. Donc 192, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. 168.1.28. Anti-slash, donc j'ai mis mes photos. Terminé. Et là, ça me demande un numéro d'identification. Mais bon, ce numéro d'identification, c'est en fait lié au user que l'on a renseigné dans Unread. Et comme on n'en a pas encore créé, l'accès à ce dossier n'est pas permis. Donc, il va falloir créer un user share qui va avoir accès à ce dossier. Donc, on retourne dans Unread et on va créer donc un user. Donc, pour créer un user, c'est simple. Donc, on va créer le user test. Allez, Toto. Voilà, blabla. Et puis, associer un password. Donc, on va mettre Toto aussi. C'est juste pour le test. Est-ce que j'ai bien mis Toto? Et confirmer. Voilà. On peut voir si on ne s'est pas trompé. Donc, c'est bon, on l'a. Done. Voilà, maintenant on a un user du nom de Toto. Et si je retourne dans mes shares et que je vais sur mes photos, on a donc les SMB User Access qui a été updaté et on va pouvoir donner des droits à Toto pour avoir accès soit en read-write, soit en read-only. Donc je vais choisir le read-write, apply. Et donne. Donne ici. Enfin c'est pareil, ça revient au même. Voilà. Voilà, mon système a reboot. Maintenant, si je retourne dans User, à Toto, je vois que pour mes différents user share que j'ai créés et qui ont des niveaux de sécurité différents, on attribue des droits. Donc on peut changer les droits aussi par ce biais-là, pour le user spécifié. J'ai relancé ma machine, j'ai bien mon lecteur réseau qui s'est reconnecté en mode public. Et si je retourne dans le terminal, SMB status, je vois que ma médiathèque est bien accédée par une personne qui s'appelle Nobody, donc en l'occurrence moi, Nobody, parce que à la base c'était un domaine public. Donc je ferme. Donc on va pouvoir à présent créer notre lecteur réseau associé au user share, mais c'était quoi? C'était mes photos. Donc je prends Y comme lecteur. Évidemment, ça ne l'a pas sauvegardé, donc il faut que je retape tout. 192.
168.1.28. J'ai pas fait de faute. Mes photos avec un S. Je vais quand même le copier-coller. On ne sait jamais. Terminé. Voilà, donc là, je reviens sur la même image. Cette fois-ci, je dois m'identifier, vu que c'est un user share private. Donc je tape Toto, mot de passe Toto, et je valide. Et là, de nouveau, vous voyez, on a un échec au niveau de l'accessibilité. Et là, on commence à s'énerver. Et donc, pourquoi Windows me refuse l'accès alors que j'ai rentré le bon user associé au bon password? La raison, elle est simple. C'est que si je retape SMB status, on voit que Nobody, par ce PC-là, est en connexion active avec ma médiathèque. Et ce Windows, en fait, il ne gère pas plusieurs types d'accès. C'est-à-dire que malgré le fait que je veux me connecter à Private avec mon login Toto et mon mot de passe Toto, il reste lui en Nobody et refuse donc l'accès. Donc pour résoudre ce problème-là, en fait, il ne faut pas en fait accéder en mode public tout de suite. Il faut pouvoir accéder donc au user share private en premier. Et pour faire ça, il va falloir donc que l'on supprime ce réseau-là, donc par déconnecter. Voilà, il disparaît. Et malgré tout, ça ne suffit pas, parce que si je refais SMB status, on voit qu'on a gardé en mémoire que Nobody est connecté. Donc pour cela, il va falloir alors deux possibilités, soit on reboot le PC, soit on reboot le serveur. Donc moi je vais rebooter le serveur, ça sera plus simple, ça me permettra d'éviter de couper ma vidéo. Donc je reboot et j'éteins. Alors voilà, c'est fait. Donc le reboot a été réalisé, j'ai fait un SMB status, on voit bien que je n'ai pas de owner sur un des fichiers. Donc lorsque je reviens dans mon Explorer, donc avant de recréer les dossiers réseau, je vais vous faire voir quelque chose que j'ai trouvé anormal. Je trouve que c'est plutôt un bug au niveau de Unread et il faut se méfier en fait. Donc là, je peux accéder à mon disque 1 qui contient en fait les user share, ma médiathèque et mes photos. Ma médiathèque est en public, donc je peux y accéder et mes photos demandent un mot de passe. Donc démonstration, ici je peux y accéder. Et au niveau de mes photos, on me demande un login, ce qui est tout à fait normal, puisque mon user share donc, est protégé. Maintenant, si je vais directement accéder à mon disque 1, je revois donc les sous-dossiers qui sont les user share. Et si je clique donc sur mes photos, je constate que je peux y accéder sans avoir à rentrer mon mot de passe. Je peux, et j'ai donc accès en lecture et écriture aussi. Alors c'est pas tout à fait normal. Donc de mon point de vue, les disques, si on les garde au niveau de l'arborescence, doivent aussi être protégés pour permettre de prolonger en fait la protection qu'on peut mettre dans certains user share. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée de faire apparaître les disques à ce niveau-là, et donc il faudrait plutôt les interdire en export. Parce que imaginons qu'on ait en fait disque 1, disque 2, disque 3, ce que l'on va être tenté de faire, peut-être le but de le faire, c'est de transférer un fichier du disque 1 vers le disque 2. Et ça, c'est pas vraiment une bonne idée, parce que en fait, ça va être très long. Comment ça va se passer? On va faire un copier sur le disque 1 et un coller sur le disque 2. Et en fait, l'opération, ça va être de prendre le contenu donc, du fichier du disque 1,
on va le rapatrier sur le PC local, et après on va repartir vers le serveur pour écrire le disque 2. Donc c'est une opération qui est très longue, alors qu'elle peut être faite instantanément via directement le serveur, via des plugins comme Crusader, que je présenterai à la prochaine vidéo probablement. Ou alors, on peut créer, et ça on va le voir là sur cette vidéo, un genre de super user où on va créer un root et qui va nous permettre donc de faire ce type de transfert instantané de disque à disque, sans repasser donc par le PC distant. Bon, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu cette étrangeté. On va revenir sur le sujet à créer des disques réseau, mais à ce niveau-là, en fait, vous aurez certainement compris que du fait que j'ai accédé à cette zone-là en nobody, je ne vais pas pouvoir créer de nouveau un disque réseau qui va s'adresser à mon user share, mes photos, parce que je suis identifié en tant que nobody, et donc ça va encore bloquer. Donc pour débloquer, il faut encore de nouveau que je reboote le système. Et je reviendrai quand ça sera fait. Voilà, nous sommes de nouveau avec une absence donc, de user. Et on va commencer à créer les lecteurs réseau. Alors, on avait vu qu'il fallait passer par ceux qui étaient sécurisés afin de rentrer un mot de passe avant ceux qui étaient en public. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Donc là, je vais vous faire voir la démarche. Donc ça, c'est normal. On va rentrer donc Toto, mot de passe Toto, qui est le nom de notre user que l'on a enregistré sous OneRed. Alors là, je vais avoir le choix de soit de mémoriser, soit de ne pas mémoriser. Si on ne mémorise pas, ça va mal se passer. Pourquoi ça va mal se passer? C'est parce que à chaque fois, par exemple, que si je crée un autre disque réseau public et que je n'ai pas mémorisé mon disque réseau qui est lui sécurisé, il va se reconnecter systématiquement en nobody au boot et on ne pourra jamais accéder en fait à notre fichier. Donc ici, il faut cocher mémoriser. Alors, cette action de mémoriser, elle va avoir pour effet d'aller inscrire en fait nos coordonnées dans le gestionnaire d'identification. Et donc, à partir du moment où le gestionnaire d'identification reconnaît Toto avec son mot de passe, on ne va plus être bloqué. Mais cela suppose en fait que vous ayez des user share sécurisés dès le départ, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il y a une autre technique qui va vous permettre de ne plus être du tout embêté, c'est d'aller directement dans le gestionnaire d'identification, rentrer votre user. Et je vais vous faire voir comment. Donc si je fais ça, ça va réaliser l'opération. Je ne vais pas la faire. On ne va pas le créer maintenant. Donc pour y aller, on tape gestionnaire. Alors là, je l'ai déjà, gestionnaire d'identification. Et sur cet onglet-là, on a ici information d'identification Windows et où on peut ajouter des informations. Alors là, on va remplir cette page-là. Donc c'est l'adresse que l'on rejoint, donc c'est notre adresse du serveur. Donc je tape son adresse IP. Point 28. Et l'utilisateur. Donc ça, c'est l'utilisateur que l'on a renseigné dans OneRed. Donc Toto. Et le mot de passe associé. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois maintenant que je voudrais correspondre avec cette adresse IP, je vais m'identifier comme étant Toto avec mon mot de passe. À partir du moment où cette manip-là elle est faite, on n'a plus besoin de respecter un ordre sur la création des lecteurs réseau. C'est-à-dire que si je vais créer un lecteur réseau et que je reste sur, comme tout à l'heure, sur Mediatek, donc qui est un user share public, je vais pouvoir donc le créer. Et lorsque l'on regarde dans la console, SMB status, donc on se rend compte, alors là c'est parce que j'ai accédé à d'autres choses, donc ça va disparaître bientôt, mais on se rend compte que j'ai accédé via donc mon bon matricule.
Donc, si je le refais, voilà, on voit que le nobody il a disparu. Donc là, on s'est adressé à un user share public avec notre matricule Toto. Et à chaque fois qu'on s'adressera à cette adresse IP, on s'identifiera comme étant Toto. Et dans tous les cas, donc ça va marcher. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut donc se connecter à un user share qui est donc protégé. Et là, ça marche puisque on s'est connecté avec Toto et notre mot de passe. Et là, maintenant, si je reboot, on n'aura aucun souci, on aura toujours accès à ces deux disques réseau. Donc maintenant qu'on a débloqué ça avec le gestionnaire d'identification, on est content, on va pouvoir accéder à tous ces lecteurs. Et puis juste pour regarder, tiens, on va y accéder par là. Et en fait, lorsque je vais y accéder, ok, ça se passe bien, ça se passe déjà beaucoup moins bien pour cette partie-là. Et pourquoi ça se passe mal? Je ne sais pas. Donc je retape mon mot de passe, pourtant je l'ai déjà rentré. Voilà. Je fais OK et j'ai toujours pas accès. Donc comment cela se fait-il? Alors le premier réflexe, c'est d'aller dans la console et taper SMB status. Et en fait, on se rend compte qu'on se log avec deux noms différents. Donc le premier est logué par les lecteurs réseau et le second en allant directement à la partie réseau. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'accès. Et on retombe en fait sur le même problème lorsqu'on est connecté via Nobody. Il n'y a rien à faire, on peut plus rien faire, on est bloqué. Donc la technique, ça va être de renseigner de nouveau le gestionnaire d'identification, parce que en fait, ce que l'on se rend compte quand on accède par là, c'est que on n'est plus référencé par rapport à l'adresse IP que l'on avait déclarée sur les disques, mais par rapport au nom du serveur. Et c'est ce nom de serveur qu'il va falloir rajouter dans le gestionnaire d'identification. Donc on va y aller. Et on va rajouter donc un user qui se trouve être serveur Polo. Et on va faire exactement la même chose. On va rajouter le user Toto avec le mot de passe Toto. Voilà. Donc de nouveau, faut pas trop rêver, ça ne va pas encore fonctionner parce que rappelez-vous, on a gardé en mémoire qu'on est connecté avec nos modis. Donc il va falloir refaire un reboot. Donc ce que je vais faire. Voilà, j'ai reboot. Alors quand je dis reboot, il suffit simplement de fermer la session. Et c'est pareil, ce qu'il faut, c'est libérer en fait tout. Donc si on retourne ici, donc on a bien accès donc à mes photos et ma médiathèque par Toto, ce qui est normal puisqu'on a créé des lecteurs permanents. Et maintenant, quand on va aller dans mes photos, on y a bien accès. Pourquoi? Parce que on y va par le serveur Polo cette fois-ci. Donc si je retape SMB status, voilà, en fait, il n'y a pas de lien, c'est un peu dommage là avec Windows, mais Windows ne fait pas le lien entre le nom du serveur et son adresse IP. Ça fait qu'on a l'impression qu'on se connecte avec deux personnes différentes, et c'est la raison pour laquelle il faut identifier le nom du serveur et le nom de l'adresse IP pour ne plus être embêté et être définitivement tranquille. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu laborieux, mais cette manip avec le gestionnaire d'identification est vraiment une chose à faire et ensuite terminer les problèmes. Voilà, j'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus courte en expliquant directement la bonne méthode, mais il m'avait paru important de vous donner des exemples dans lesquels on pouvait être amené à avoir des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est pour cela que j'ai tenu à faire une page de résumé.
qui donc énumère les 5 points à faire dans l'ordre. Donc avant de vouloir mapper les disques réseau des user share et avant de vouloir accéder à ces dossiers-là, il faut premièrement se créer un user dans Unread, lui attribuer des droits, et ensuite, sur le PC distant où l'on voudra accéder à ces dossiers, aller dans le gestionnaire d'identification pour enregistrer donc, les deux choses, son login et mot de passe associé au nom du serveur et son login mot de passe associé à l'IP du serveur. Bien entendu, si vous n'utilisez pas l'IP du serveur, donc c'est pas la peine, mais moi ça me paraissait bien de vouloir le rajouter. Ensuite, vérifier via le terminal de Unread et la commande smb status qu'il n'existe aucune connexion active, parce qu'à partir du moment où il y a une connexion active à Nobody, toutes les connexions seront en échec. Et donc si ce n'est pas le cas, il faudra rebooter le PC ou fermer la session et la rouvrir. Donc. Et puis ensuite, justement, et juste à cette phase-là, on peut donc passer au mappage des disques réseau pour les user share que l'on va avoir accès en accès direct. Donc à partir de là, normalement, tout doit bien se passer. Alors je tiens à préciser qu'il faut se rappeler, comme je l'ai montré, que la protection des user share n'est pas effective quand on accède à ces user share via les disques share s'ils sont restés en public. Et moi, il me paraît préférable de les interdire en export. Donc cette interdiction d'export, je l'ai fait voir, c'est dans la zone SMB Security Setting du disque. Alors, éventuellement, on pourra donc associer un niveau d'accessibilité aussi à ce disque, donc, ou à ces disques, et donc à tous les disques. Mais moi, il me paraît préférable donc, de créer un root share, et je vais justement expliquer comment on crée un root share.